Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. Au sommaire de l'actualité de ce lundi. Suite au décès à Tikehau samedi d'un quadragénaire, retour dans ce journal sur les principes de précaution à respecter en cas de plongée sous-marine. On s'arrêtera ensuite à Moréa où collégiens et parents attendent depuis très longtemps la construction d'un lycée. Le projet est acté par le gouvernement mais ne verra pas le jour avant 3 ans. Focus également sur un fléau de société, l'ICE, qui gangrène la jeunesse polynésienne avec un magazine à découvrir juste après ce journal. Il sera suivi d'un débat radiodiffusé animé par Belinda Tumatari qui nous expliquera son émission ce soir. Bonsoir Belinda. Et puis en sport, rencontre avec Tauhiro Yip et Cindy Leroux, deux de nos athlètes qui porteront les couleurs du Fénois à la compétition internationale Monsieur Olympia Amateur à Las Vegas. Enfin, comme chaque soir de la semaine, Au cœur du Fénois vous emmène cette fois sur la côte est, au cœur de la plantation de pomelo de Briscoe-Penrith. Mais d'abord, la plongée sous-marine, même de loisir, peut être mortelle. À Tikehau, par exemple, la piste de la trop grande profondeur est privilégiée par les enquêteurs. On parle de 74 mètres, alors que les professionnels sont unanimes. Les respirer par les plongeurs peut être toxique à partir de 30 mètres. C'est la phrase en tout cas que l'on retiendra. Laurence Pourteau et Hiro Terurotua ont interrogé des experts pour connaître les raisons plausibles de l'accident qui a causé samedi la vie à un gérant de club de plongée. Regardez. Heureusement très rares, les accidents de plongée loisirs ont quasiment toujours pour origine un facteur humain. En Polynésie, la limitation pour une plongée à l'air est de moins 50 mètres. On sait par ailleurs que l'oxygène devient toxique à partir de moins 66 mètres et que la narcose peut alors être mortelle. D'ailleurs, pour cet expert en sécurité sous-marine, au Tuamotu, les sorties devraient même être limitées à moins 30 mètres pour les touristes. Lorsqu'on va trop profond, eh bien, il se passe des choses. 1, est-ce qu'on est entraîné à cette profondeur? 2, est-ce qu'on a l'équipement fait pour aller à cette profondeur? Ensuite, il y a un élément qui est très important, et c'est ce qu'on calcule toujours, c'est la distance que tu as entre le caisson de récompression et ton site de plongée. Je suis au Tuamotu, je suis très loin, ok. C'est le jour, c'est la nuit, à combien de distance je suis de ce caisson de récompression? Donc bien sûr, comme on est loin, il faut faire intervenir des avions, des hélicoptères, ça va prendre du temps. Si on est la passe sud de Fakarava, il faut au moins 1h30 pour aller au nord pour que l'hélicoptère ou l'avion puisse te récupérer. Tout ça, c'est des facteurs qui vont aggraver ton état si tu fais un extrait de décompression, bien sûr. Limitation à 60 mètres il y a quelques années, 50 mètres depuis 2018, la loi a été modifiée par le pays. Une nécessité face à une réglementation obsolète, même si la plupart des accidents sont aléatoires d'un plongeur à l'autre. Ce n'est pas parce que les deux sont la même profondeur que les deux on pourrait avoir le même accident. Il faut savoir que les accidents ne sont pas une loi mathématique, une loi physique, c'est une loi biologique qui est prise en compte avec l'organisme. Et certaines personnes vont développer des bulles circulantes, des bulles pathogènes, vont avoir un accident de décompression et d'autres personnes avec la même plongée, le même profil ne vont pas l'avoir. Si on veut aller plus profond, on a besoin de formation, on a besoin de gaz spéciaux, on peut plonger au trimix et on ne va pas partir en maillot de bain avec une petite bouteille dans son dos. Donc on va utiliser des équipements qui sont adaptés aux profondeurs. On va partir avec 2, 3, 4 bouteilles, on va rajouter de l'hélium dans le gaz qu'on va respirer, etc., etc. En 2018, 34 incidents ont été déclarés par les clubs de plongée. Mais on sait aussi que certains d'entre eux envoient directement les victimes de décompression au caisson de l'hôpital, sans faire de déclaration nominative. On estime ainsi qu'une dizaine d'accidents échappent chaque année aux statistiques officielles. Voilà, et puis il s'agissait là du premier accident mortel sur les 17 incidents recensés cette année. Et puis la brigade de la direction de la sécurité publique est endeuillée par le décès de l'un de leurs collègues âgés d'une trentaine d'années. Le père de famille a perdu la vie en faisant du VTT dans les hauteurs du Pic Vert et il est treuillé à l'hôpital du Taoné dans un état critique. Il est décédé ce matin. Tandis qu'à Taha, la route a fait une 26e victime ce week-end. Il s'agit d'une quadragénaire mortellement fauchée par une voiture alors qu'elle circulait à vélo. Selon nos confrères de TNTV, la victime aurait fait un écart sur la route.
On laisse de côté les faits divers pour parler d'un projet vieux de plusieurs décennies, celui du lycée de Moorea. Il a enfin été acté en Conseil des ministres. Un précédent projet en date de 2013 avait retenu le site de Pihaena, mais c'est finalement à Opunho que ce lycée devrait sortir de terre. Le reportage à Moorea de Florence Okeli et Ina Survino. Ici à Moorea, des générations d'élèves l'ont espéré. En vain, le lycée pourrait enfin sortir de terre sur ce terrain situé en contrebas du lycée agricole d'Opunohu. Une proximité qui permettra de mutualiser l'internat et la cantine et la matière première. La voici, les pains de Moorea. Un établissement bioclimatique en bois et respectueux de l'environnement, mais qui ne verra pas le jour avant 2023. Pour cette génération de collégiens, ce sont donc des années lycée compliquées qui s'annoncent, comme pour leurs aînés avant eux. Ma sœur, qui est allée à Gauguin aussi avant moi, elle est allée en internat. Du coup, je pense que je vais faire la même chose pour éviter de prendre le matin tous les jours à 4 h du matin. Je préfère faire la navette. Ce serait plus pratique parce que j'ai pas de logement sur Tahiti et l'internat, ça me tente pas trop. Tu sais à quelle heure se lèvent les lycéens qui vont sur Tahiti tous les jours? Soit 3h30, 4h. Faire ça tous les jours, rentrer le soir, partir la nuit et rentrer la nuit, c'est vraiment très inconvénient et c'est fatigant. Et ça nuit à la poursuite d'études pour certains qui abandonnent en cours d'année parce que justement c'est trop difficile de supporter cette fatigue. Un fort taux de décrochage scolaire que ce projet de lycée vise justement à diminuer. Autour de l'île, la nouvelle est donc très bien accueillie, même si elle ranime des souvenirs douloureux. Ma première et ma terminale, je faisais donc la navette tous les jours. Je me réveillais à environ 3h, 3h30 du matin. Une fois arrivé au lycée à 6h, 6h30, on est déjà fatigué, on n'arrive pas à suivre le cours. C'était très difficile pour moi. Aider Moorea, aider nos enfants à construire un lycée. C'est ça que nous, les parents, on veut. Au lieu que nos enfants descendent sur Tahiti, ils sont là, juste là. Et cette fois-ci est peut-être la bonne. Grâce à la croissance démographique de l'île Sœur, les élèves sont en nombre suffisant pour l'ouverture de 3 classes de seconde. Ce lycée de Moorea accueillera 317 élèves en classe générale et professionnelle. Voilà, un concours d'architectes devrait être lancé pour ce projet. Gros plan maintenant à Nukuhiva sur la formation hôtelière du CETAD et pour mettre les étudiants en situation réelle de travail, le collège a ouvert un restaurant pédagogique d'une quinzaine de couverts exclusivement sur réservation. Les étudiants y apprennent les bases de la cuisine et de la pâtisserie française, une façon également pour les élèves de vaincre leur timidité face à de vrais clients. D'autres nouveautés sont d'ailleurs incluses dans la formation. Écoutez plutôt Yann Heim au micro de notre correspondante Marie Curva. La nouveauté cette année, hormis les repas pédagogiques, c'est qu'on va lancer des ventes à emporter, une semaine sur 2. Donc il y aura du pain par exemple, il y aura bien sûr des plats, des pâtisseries. Pourquoi? Parce qu'on demande aux élèves pour leur épreuve d'être capables notamment de faire du pain, de réaliser des cuissons. Donc toutes ces techniques, toutes ces compétences, on les met en œuvre dans le cadre également de ventes à emporter. Retour à Tahiti pour parler emploi. Nous vous l'annoncions il y a quelques jours, parmi les métiers du tourisme les plus prisés, celui de personnel navigant commercial. L'ouverture de French Bee est un tremplin pour de nombreux Polynésiens. La compagnie low cost recrute à nouveau. 12 postes sont à pourvoir. Ce matin, ils étaient une 50aine de candidats à passer les épreuves de présélection. Caroline Fary, Marcel Bonneau. Ils attendent leur H, certains anxieux, d'autres moins. Ils vont passer des tests d'embauche en vue du métier qui les fait rêver et pour lequel ils ont suivi une formation préliminaire. Un minimum de stress quand même, qui nous tape un peu sur la poitrine. Mais bon, on y est présent, c'est le jour J et on va essayer de donner le maximum qu'on peut. Le sourire est très important dans ce métier. Et ensuite, l'accueil, la chaleur, être chaleureux. On continue à les suivre pour les inciter à préparer leur dossier pour les prochaines sélections. Ça consistait en quoi votre formation? Alors c'est de former le personnel navigant sur tout ce qui est sécurité aérienne et secourisme aérien. C'est le diplôme qu'on demande d'ailleurs pour être personnel navigant. Vérification des identités avant la présentation de la compagnie pour la 50aine de candidats inscrits et présélectionnés par le CEFI. La compagnie recherche des profils bien spécifiques, notamment en termes de sécurité.
Il est important d'avoir des PNC qui ont ce sens de la discipline, qui savent suivre des instructions et qui savent surtout faire respecter et appliquer nos procédures de sécurité à bord. Il faut aussi, c'est important, d'avoir une hygiène de vie. Nous, on vérifie que les candidats, les aspirants, aient le profil qui corresponde, donc notamment soit titulaires de ce fameux CCA, soit aptes médicalement à être PNC, exercer la profession et puis bien entendu parler anglais. Et c'est mieux quand ils ont déjà une petite expérience dans un métier de service. The next step will be the English knowledge test. As we mentioned before, our manuals are all conducted in English. À partir de maintenant, toutes les épreuves sont éliminatoires et vont se dérouler en anglais. Pas toujours évident pour nos prétendants au poste. Vraiment difficile. Qu'est-ce qui a été difficile? Il y a des termes où j'étais un peu bloqué. Il faut vraiment maîtriser. Là, c'est de l'anglais, quoi. Ouais, c'est de l'anglais un peu technique. Un peu technique, ouais. Je sais pas, on en verra. Désolé. Plutôt bien, je pense que ça s'est bien passé pour ma part. Des tests en groupe et des entretiens individuels suivront. Les PNC sélectionnés seront fixés d'ici une quinzaine de jours. Qui envisage déjà l'ouverture de nouvelles destinations. Une décision judiciaire très attendue par le Taveni, celle de l'affaire Radio Tefana qui sera rendue demain. Souvenez-vous, le 21 juin dernier, le procureur Hervé Leroy avait requis une amende de 5 millions de francs contre le Tavana de FAA Oscar Temaru. L'association Jeunesse Kanaki Monde a également exprimé son soutien à Oscar Temaru. Ils organisent une marche chez eux pour un combat commun, disent-ils, celui de l'indépendance. On écoute Michael Forrest du FLNKS. Au niveau du territoire, il y a plusieurs mobilisations pour faire du bruit, mais c'est surtout pour marquer la sincérité de notre solidarité à travers les liens qui unissent le FLNKS et le Taveni depuis plusieurs décennies maintenant. Vous pensez que l'État est en train de nuire politiquement à Oscar Temaru aujourd'hui? Complètement. De toute façon, nous, on était déjà présents au procès il y a quelques mois à travers l'audition de notre porte-parole, M. Daniel Goua, parce qu'il faut savoir qu'ici, en Kanaki, nous avons aussi plusieurs radios privées qui reçoivent des dizaines de millions de la part des collectivités. Voilà, et dès 6h30 demain matin, une délégation de Nouvelle-Calédonie sera réunie avec les membres du Taveni devant la stèle de Povana pour soutenir Oscar Temaru. Et parce que la Polynésie est de plus en plus touchée par l'ICE, Polynésie la première diffusera un magazine sur cette drogue justement et son impact en Polynésie. Un 52 minutes réalisé par nos confrères de France O, diffusé juste après ce journal en télé et en radio. En voici un extrait. Taravao, 17h. Les hommes de la gendarmerie de Polynésie se préparent à une intervention. Si le portillon est ouvert, si on arrive à le forcer rapidement, tant mieux pour nous, on franchira ce portillon, sinon il faudra l'escalader. Le lourd dispositif déployé est à la hauteur de la cible, un fournisseur de méthamphétamine. Plus connu ici sous le nom de ICE, cette drogue est devenue un véritable fléau sur le territoire. Elle mobilise ces derniers mois le plein temps des forces de l'ordre. Voilà, et ce magazine sera suivi d'un débat animé par Belinda Tumatariri qui est avec nous. Belinda, l'ICE est véritablement un problème de société en Polynésie. Bonsoir Chiquita, tout à fait. Le trafic d'ICE a triplé au Fénois. Clairement, la Polynésie s'est enfoncée dans une spirale infernale dont elle a du mal à s'en sortir. Clairement, on peut dire qu'aujourd'hui, malgré les efforts et les moyens mis en place aussi bien du côté de l'État, du côté du pays, du côté des associations et du côté des églises. Aujourd'hui, on parle des efforts qui sont menés. À côté de ça, on dit également que l'ICE a déclenché une véritable crise de santé publique. Ce soir, il s'agit des pouvoirs publics de déclencher une prise de conscience globale puisque le fléau touche toutes les couches de la société Chiquita. Alors, qu'est-ce qui va se passer dans cette émission débat que vous allez animer dans quelques instants? Oui, justement, après le documentaire de 52 minutes, nous aurons l'occasion de recevoir quelques invités. En plus, en dehors donc, de notre émission Hana Viva en tahitien, à partir de 20h30, vous pourrez réagir également. Donc, une émission qui sera en radio-vision. Donc, vous pouvez le retrouver également en télé, sur notre site Facebook et également sur Internet. Vous pouvez réagir et surtout poser vos questions sur notre page Facebook ou en appelant 40 86 16 00. Merci beaucoup, Belinda, pour ces précisions.
Et puis la dengue de type 2 gagne du terrain en Polynésie depuis que l'épidémie s'est déclarée en avril dernier. Eh bien, selon le docteur Lam Nguyen, l'invité café de ce matin, 556 cas sont confirmés. On l'écoute. À cause d'un problème technique, il semblerait que l'interview n'est pas là. En sport, je vous le disais en titre, plusieurs Polynésiens vont porter les couleurs du Fénois à Monsieur Olympia, amateur, l'une des plus prestigieuses compétitions internationales de la discipline. Ça se passe à Las Vegas cette semaine. Focus sur Cindy Leroux et le très expérimenté Tauhiro Yip. Notre équipe a pu les rencontrer avant leur départ. Les images sont signées Mirko Vanfo. Tauhiro Yip a un palmarès déjà bien fourni en bodybuilding. Après avoir décroché une médaille d'argent à l'Arnold Classic il y a 2 ans, notre championne Polynésie et championne France s'entraîne pour Monsieur Olympia amateur. 6 jours sur 7, il est ici, chez Roberto, à soulever de la fonte, 2 heures sans relâche. Je suis allé voir la compétition l'année dernière et c'est là que je me suis dit je vais monter sur cette scène. C'est plus un défi personnel. Je vais aller là-bas sans prétention. Mais je vais essayer d'afficher la meilleure forme possible de mon physique. Et après, prouver à tout le monde que même en Tahiti, on a de bons bodybuilders, même si on est un petit grain de sable dans le Pacifique. Fort d'une première expérience où il s'est fait remarquer, Tauhiro vise cette fois l'excellence. Il peaufine les moindres détails qui, aux yeux des juges, peuvent faire la différence. Faire sortir un peu plus les stries, on essaie d'aller chercher au maximum en fait, la dernière couche de gras et aussi retirer le maximum d'eau aussi au niveau sous-cutané. Hein. Par rapport à ma dernière compétition en 2017, j'ai regardé un peu mon physique et cette année j'ai voulu accentuer les détails au niveau de mes cuisses. Donc c'est pour ça que je fais plus de cardio avec le vélo, parce que le vélo ça découpe bien les cuisses. Et je pense que ça va apporter ses fruits parce que c'est la première fois que je vois mes cuisses comme ça. Parmi les novices de la scène internationale, Cindy Leroux. Après 5 ans de musculation, la Miss Bikini 2018 de la TBC tente sa chance. Depuis des mois, elle sculpte son corps avec rigueur, coachée par Eric Liao. On va pas pour s'amuser, on va pour être sur le podium. Et bon, il y a un petit peu de pression quand même parce que c'est des grands pays, ce sont des pros. À quelques jours de la compétition, nos 2 athlètes surveillent leur diététique. Peut-être la phase la plus difficile de la préparation, mais pas seulement. Le comportement change, donc peut-être avec la diète, les hormones et tout, tu es nerveuse, donc c'est difficile de faire comprendre aussi à la maison que voilà, c'est pas facile pour toi, donc ça crée un petit peu de tension, mais bon, ça va. Là, je suis à moins de 100 grammes par jour et c'est un peu dur parce que le corps a besoin de sucre en fait pour survivre et là, j'essaie de survivre avec moins de 100 grammes et bon, pour le moment, ça se passe bien. Tauhiro Yip compte bien faire sensation dans la catégorie bodybuilding chez les moins de 102 kilos. Quant à Cindy Leroux, ce sera une nouvelle expérience. En tous les cas, nos compétiteurs sont prêts et ont déjà hâte d'être sur scène. La Cindy Leroux qui va concourir mercredi en bikini fitness. Quant à Tauhiro Yip, il sera sur scène jeudi. En surf, Wahine Fierro termine 17e des championnats du monde de Miyazaki au Japon. Malgré l'élimination des Françaises, Wahine Fierro, 19 ans, réussit tout de même à se hisser en quart de finale. Selon son entraîneur Hirater Inatofa, notre championne du monde junior n'a pas démérité. On l'écoute. C'est sûr que déjà d'être venu en tant que coach, c'était un honneur pour moi. J'étais quand même très heureux et là, je prends la place de Johan Durus et c'est quand même quelque chose de génial, inattendu. Là, je suis allé déjà dans un shop avec le doc. On a été chercher une planche, on a été regarder à gauche, à droite et puis sinon, il y a Michel qui prête aussi une de ses planches. Voilà, on va en faire avec ce que j'ai. Non, je pense que je vais prendre au sérieux. C'est parce que c'est quand même une opportunité. Il y a quelque chose aussi derrière. Si on va très très loin, on peut gagner beaucoup de choses. Donc non, je l'y prends sérieusement. Bon, je ne me suis pas entraîné, je ne m'y attendais pas, mais je sais que je suis un compétiteur et ça peut vite switcher. Hirater Inatofa qui sera aux côtés de Michel Bourrez pour défendre l'équipe de France demain.
Comme promis, Au cœur du Fénois vous emmène à Hitia où Brice Copenrath mise sur le pomelo. Cet agriculteur délaisse peu à peu sa production d'ananas, trop compliquée à entretenir. Nicolas Suire, Jérôme Lee. C'est ainsi que sont entretenues les allées des champs d'ananas. Mais dans cette plantation, le propriétaire arrête progressivement cette culture. La faute à une liane envahissante, extrêmement vivace. Ici aussi, c'est un champ d'ananas, mais il est entièrement recouvert de brèdes. Elle envahit et puis ça donne des fleurs, ensuite des graines, et ça envoie des graines partout. Et maintenant, on en voit partout. Et c'est quoi, ça étouffe? Ça étouffe, oui. Et puis, bon, si l'ananas n'est pas en plein soleil, l'ananas est moins bon. Et si on ne désherbe pas, au bout de quelques mois, la plantation, elle disparaît. Alors Brice a décidé de se lancer dans le pomelos, un arbre qu'il a planté sur 8 de ses 10 hectares il y a 5 ans déjà. Depuis quelques mois, il donne des fruits. Le pomelo, c'est moins connu, mais là, ça commence. Ça commence à venir petit à petit. Et toi qui as goûté, comment tu trouves? Oui, c'est pas mal. C'est un bon fruit. Ouais, ça ressemble à quoi? Un peu pamplemousse et orange. L'arbre du pomelos a bien des avantages, outre celui de produire un fruit énergétique et juteux. Il n'y a pas à désherber, il n'y a pas à tailler, il n'y a pas à traiter. Et puis donc on arrive à sortir des pomelos sains qui sont bons, juteux, très juteux. Avec un pomelo, on fait beaucoup de jus. Et avec 1 kg de pomelo, on fait plus de jus qu'avec 2 kg d'orange. Et ce ne sont pas les fruits que Brice veut vendre, c'est leur jus. D'ailleurs, les commandes connaissent une évolution explosive. Au début, on était à 20 bouteilles. Et puis aujourd'hui, on est à 110 bouteilles. Les machines dédiées à la presse n'ont pas encore été acheminées. Lorsque ce sera le cas, Brice inondera le marché. Là, avant de nous quitter, l'invité café de votre matinale à la radio sera Magda Tomasini. La directrice de l'Institut national d'études démographiques est en Polynésie pour comprendre l'organisation résidentielle des Polynésiens. L'info principale de cette édition, je vous le rappelle, c'est donc le lycée tant espéré par les collégiens et parents de Moorea devrait sortir de terre à Opunho et puis à Pihaena, comme annoncé en 2013. Même si le projet est acté en Conseil des ministres, il ne verra pas le jour avant 2023. À la une de vos quotidiens, la dépêche de Tahiti titre Alexandra Ramanovo pour l'espoir. Tahiti Info, diagnostic alarmant du système de santé. Voilà pour l'essentiel de l'actualité. Merci aux téléspectateurs et internautes de nous rester fidèles. 5h30, l'info radio avec Carlos Natua et Ibrahim Ahmedazi. À suivre votre magazine 52 minutes consacré à l'Aïs à Tahiti. 21h15, 2 épisodes de votre série Blacklist. Très belle nuit à vous sur la première. À demain. Journal en replay sur notre site internet.